بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à ce webinaire du Cercle de lecture. Après Soufi mon amour de Elif Shafaq, nous voici réunis donc pour échanger à propos du livre de Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit. Je vous rappelle que le livre a été choisi parmi une liste de 5 proposés à travers un sondage. Et j'évoque aussi que l'objectif de ce cercle de lecture se situe avant tout à se cultiver au niveau de la littérature française, à apprendre, à ouvrir son esprit en découvrant comment pensent les gens, de voyager aussi, d'explorer le monde à travers les différents récits, mais également de pénétrer l'esprit humain à travers la psychologie des différents personnages des livres. Et pour nous aider à cela, on va accueillir, et je remercie Shabina Moulou, qui a pris la responsabilité de diriger la lecture de ce livre. En plus d'avoir amorcé le travail de préparation, confectionné les différentes activités, les QCM, pour que l'on puisse bien et mieux comprendre certains détails du livre, elle va nous faire part ce soir de sa présentation. Et donc, avant qu'elle commence, je vais rapidement présenter cette intervenante. Elle est née à Aix-en-Provence. Elle réside actuellement à La Réunion et après un bref passage à Grenoble et quelques années à Paris. Elle est titulaire d'un Master 2 dans Management des systèmes d'information, après avoir passé 10 ans en gestion de support et de projets SAP. Actuellement, elle est co-gérante avec son mari à Saint-Denis, à Magic Class. Sa reconversion professionnelle lui permet de s'adonner, entre autres, à son passe-temps préféré, la lecture. Elle est donc passionnée par les romans, elle aime partager ses idées et échanger sur ses lectures, et vous pouvez retrouver ces partages sur son compte Instagram, Liseuse de Choc. Sachant que Yasmina Khadra, l'auteur donc du livre d'aujourd'hui, c'est un de ses auteurs préférés. Et le livre, une de ses histoires préférées d'ailleurs. Par contre, avant de commencer, je tenais à m'excuser auprès de vous pour l'annulation du webinaire prévu dimanche dernier à la même heure et qui a été reprogrammé ce soir. En effet, dimanche dernier, la présentatrice perdait sa grand-mère qui a rejoint son Seigneur, et à cette occasion, nous lui présentons nos condoléances à elle ainsi qu'à sa famille. Et je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir réciter une sourate al-Fatiha en son hommage, et ainsi pour tous les défunts. Sourate al-Fatiha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je laisse donc maintenant la parole à Shabina Moulou pour la présentation de ce soir. Donc, merci Cheikh Mourtouza pour toute cette présentation. Merci à toutes les personnes qui sont présentes ce soir et à toutes les personnes qui ont lu le livre et qui ont participé au quiz. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais un peu revenir sur l'importance de la lecture. Vous vous doutez que depuis qu'on est sur les écrans, les divers écrans, télévision, téléphone, ordinateur, on lit moins qu'avant. Et c'est très difficile d'obtenir des statistiques sur la lecture parce que bien souvent, c'est calculé souvent des stats de marché, le nombre de livres achetés ou peut-être même les bibliothèques, et vous savez très bien que ça ne reflète pas la réalité. J'ai trouvé quand même une étude qui date de 2016, qui est éditée par un institut anglais. Et avec ça, on apprend que la France, elle arrive en 9e position parmi les pays qui lisent le plus, avec 6,9 heures de lecture par semaine. Donc, 7 heures de lecture par semaine, c'est beaucoup. C'est très bien. Maintenant, il faut que chacun voit si vous êtes dans les 7 heures, si vous êtes beaucoup moins, si vous êtes beaucoup plus. Et ce classement nous dit aussi qu'on est 12e, la France, au niveau des pays les plus lettrés, c'est-à-dire un classement qui se calcule en fonction de différentes données telles que le nombre de bibliothèques, de journées ou de nombre d'années d'études ou l'accès aux ordinateurs.
Donc, il faut savoir que la moyenne mondiale est de 6,5 heures de lecture par semaine, toujours d'après cette étude. Donc, on est à peine mieux. Et vous allez voir que souvent, les pays qui lisent le plus, c'est les pays nordiques. Alors, je ne sais pas si est-ce que ça prend en compte l'hiver, l'été, parce que je pense qu'ils ont plus de temps pour lire, pas de temps pour faire forcément autre chose. Mais voilà, 6,9 heures. Après, ça dépend des statistiques que vous trouvez, hein. Je suis tombée sur Le Figaro qui dit que 91% des Français lisent. Ça me paraît un peu beaucoup quand même, hein. Pour rappel, pourquoi est-ce qu'il faut lire? Donc, pour toutes les raisons qu'a donné Cheikh Mortuza tout à l'heure, pour ouvrir l'esprit, s'ouvrir à la culture, savoir comment fonctionnent les autres, comprendre tout ça. Et vous trouverez différents bienfaits sur Internet. Et par exemple, sur Santé Magazine, ils disent que c'est anti-stress. Pourquoi? Parce que le temps que vous lisez, contrairement à un écran, quand vous regardez un film, vous avez tendance à ce que votre esprit divague. Tandis que quand vous allez lire, vos yeux vont se concentrer dessus, votre cerveau va se concentrer dessus, vous allez oublier tous les problèmes qu'il y a à côté. Et normalement, ça augmente aussi l'espérance de vie, mais tout dépend des lectures, hein. Si on lit que des magazines, ça ne va pas forcément faire effet. Et puis, ça permet de développer la sensibilité et l'empathie, puisque à partir du moment où on commence à comprendre comment fonctionnent les autres, on devient normalement plus tolérant. Alors, le choix du livre, comme vous l'a dit Cheikh Mortuza, c'est vous qui l'avez choisi. Donc, je vous avais proposé plusieurs livres qui, à mon sens, avaient un rapport plus ou moins près avec nous et dans lequel on pouvait peut-être se projeter. Et Ce que le jour doit à la nuit a remporté les suffrages, pas de très loin par rapport à la couleur des sentiments, mais quand même suffisamment pour que ce soit celui-ci qu'on étudie, et j'étais particulièrement contente. Alors, ce livre-là, donc c'est Yasmina Khadra qui l'a écrit. Ça a été publié en 2008 par les éditions Julliard. Il a obtenu le prix de roman France Télévisions. Il a été élu meilleur livre de l'année 2008 par le magazine Lire et prix des lecteurs corses en 2009. Ça a fait aussi l'objet d'un film. Ça a été adapté au cinéma en 2012 par Alexandre Arcadi. Alors, si vous vous souvenez bien, si vous avez participé au quiz, avant de lancer toutes les activités, on avait lancé une activité préliminaire pour savoir un peu ce que vous connaissiez ou pas de Yasmina Khadra. Donc, c'était juste hein, la moitié-moitié pour savoir que c'était un homme. Effectivement, son pseudonyme prête à confusion. Très peu parmi vous ont lu d'autres livres de Yasmina Khadra, pardon. Et alors, très peu, avant de lire le livre, connaissaient l'histoire de l'Algérie et très peu le contexte sociologique de l'Algérie, c'est-à-dire les différentes communautés qui composent l'Algérie, les Algériens, les Harkis, tout ça. Donc, le plan que je vous propose de partager ce soir, c'est 1, on va parler de Yasmina Khadra. 2, on va parler du roman lui-même. 3, on va parler de l'Algérie. Et ensuite, on ouvrira les questions-réponses. Alors, Yasmina Khadra. Donc, ce que je vais vous dire là, en fait, c'est tiré de Wikipédia. Donc, si ça vous intéresse, après, je vous invite à lire dans le détail parce que l'article est très intéressant, mais très, très long aussi. Donc, je ne pouvais pas tout mettre ici. Donc, il a un peu plus de 60 ans aujourd'hui. Il est né dans le Sahara algérien, donc il a des origines nomades, hein. Son vrai nom, c'est Mohamed Moulessoul. Il était dans l'armée algérienne. Il en est sorti avec le grade de commandant. Il écrit depuis l'âge de 18 ans. Il a fait un peu de politique, c'est-à-dire qu'il a été directeur du Centre culturel algérien en 2008. Et je crois qu'il en est sorti en 2012. Notamment parce que, alors c'est pas lui qui est parti, hein, de ce que j'ai cru comprendre, c'est lui qui en a été sorti parce qu'il avait émis des critiques envers le gouvernement. En 2013, il s'est présenté à la présidence algérienne, mais je crois qu'il n'a pas obtenu suffisamment de signatures pour aller plus loin. Et sur Wikipédia, vous verrez qu'il a été maintes fois nominé, aussi bien pour des prix littéraires que d'autres prix. Et il est chevalier de la Légion d'honneur.
Il vit en France depuis 2001, pardon, après avoir vécu avec sa famille un petit peu au Mexique. Donc, Yasmina Khadra, alors, il a publié d'abord sous son nom à lui, jusqu'en 89, donc il était très jeune à cette époque-là. Et ensuite, il a utilisé plusieurs pseudonymes. Et je n'ai pas ces pseudonymes, donc je ne saurais pas les œuvres qu'il a publiées à ce moment-là, donc pendant 11 ans. Et ça, c'était pour échapper à la censure militaire. Et à partir de 97, il choisit définitivement Yasmina Khadra. Et pour rappel, le livre qui nous intéresse aujourd'hui a été publié en 2008, donc 10 ans après. Alors, pourquoi Yasmina Khadra? En fait, il faut savoir que Yasmina Khadra, c'est 2 des 3 prénoms de son épouse. En réalité, elle s'appelle Yamina Khadra. Et un éditeur s'est trompé en pensant que le S avait été oublié. Et du coup, cet éditeur-là a rajouté le S, ce qui donne Yasmina Khadra. Donc, j'ai trouvé un petit extrait sur Wikipédia, toujours, où il disait « Mon épouse m'a soutenue et m'a permis de surmonter toutes les épreuves qui ont jalonné ma vie. En portant ses prénoms comme des lauriers, c'est ma façon de lui rester redevable. Sans elle, j'aurais abandonné. C'est elle qui m'a donné le courage de transgresser les interdits. Lorsque je lui ai parlé de la censure militaire, elle s'est portée volontaire pour signer à ma place mes contrats d'édition et m'a dit cette phrase qui restera biblique pour moi. Tu m'as donné ton nom pour la vie, je te donne le mien pour la postérité. » Donc, on voit bien que Yasmina Khadra, en fait, ce n'est pas l'histoire d'une fantaisie. Ça n'a rien à voir avec une fantaisie. C'était vraiment pour échapper à la censure militaire. Et c'est son épouse qui lui a donné son nom. Il y a une vraie signification derrière. Et c'est aussi pour rendre hommage aux femmes qu'il estime pas déshonorées, mais c'est-à-dire pas mises à leur juste valeur, notamment dans le monde oriental. Alors, Yasmina Khadra, ses œuvres. Alors, ses œuvres, ça comporte aussi bien des livres, des romans, des nouvelles. Donc, il y en a 7 qu'il a écrits sous son nom et 29 qu'il a écrits sous le nom de Yasmina Khadra. Donc là, vous en avez lu un. Vous voyez, il reste encore du travail à faire pour bien le connaître. Ces œuvres ont été adaptées aussi bien sous forme de films, de pièces de théâtre, de bandes dessinées, de chorégraphies et même de théâtre de marionnettes. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même très bien placé sur l'échelle internationale. Il est traduit dans plusieurs langues et dans plusieurs formats. Alors, Yasmina Khadra, c'est aussi et surtout un écrivain engagé. C'est-à-dire qu'il n'écrit pas pour distraire les gens ou pour faire plaisir aux gens. Il écrit pour... Alors, excusez-moi, j'ai juste un petit souci. Alors, c'est dans le souci d'éveiller chacun à sa part de responsabilité que j'écris, pour ne pas désespérer, pour ne pas rendre les armes, pour m'interdire de baisser les bras. J'écris afin d'apporter un minimum de lumière dans cette vallée de ténèbres qui est devenue nos jours et nos nuits. Il nous appartient à nous tous ensemble de décider de ce que nous comptons devenir, des porteurs de lumière ou bien des pyromanes invétérés. Donc, je vous laisse quelques secondes pour relire ça et s'approprier cet extrait de préface. Donc, vous voyez, en fait, le but de Yasmina Khadra, c'est vraiment de sensibiliser le monde entier à ce qui se passe à travers le monde, à travers toutes les choses terribles qui peuvent se passer. Et pour lui, ça peut se passer par l'écriture, par les mots, dénoncer ce qui se passe dans le monde et sensibiliser les autres. Alors, Yasmina Khadra, c'est tout ce que je vous ai dit, mais c'est aussi un humaniste, un écrivain, un homme de foi, de tradition et de croyance. Ce qui nous amène à la partie 2, séparons l'histoire de l'histoire. Alors, pour ceux qui ont fait les quiz, alors, il y avait beaucoup de questions qui portaient, la plupart des questions portaient sur des détails. Ce n'était pas pour vous piéger. En fait, comme beaucoup d'entre vous ont fait la remarque, il y a énormément de personnages dans ce roman et c'est dense en détails. Donc, le but, en fait, des quiz,
c'est vraiment de vous approprier le livre et de faire la distinction entre les différents personnages pour que vous les compreniez bien. Et des petits détails qui peuvent paraître pas importants du tout, mais qui en réalité changent la donne du livre. Par exemple, il y avait une question où il y a eu des erreurs, c'était sur qu'est-ce qui s'envolait. Donc, dans la scène où Jonas rencontre Madame de Cazenave, en fait, c'est son parasol qui s'envole. Certains ont répondu le chapeau. Si c'était le chapeau, en fait, il aurait été plus facile à rattraper. Il aurait donné le chapeau et point, ça serait arrêté là. Tandis que là, le fait que ça a été un parasol, ça a pris un peu plus de temps pour l'attraper. Il a été le seul à l'attraper et ensuite, il a été fixé. Donc, ça a pris du temps, ce qui a permis un échange entre les deux personnages. Et en allant l'enterrer, donc, il a montré que voilà, il était capable de le faire, que c'était quelque chose de viril, un homme. Il n'a pas juste donné le parasol et dit débrouille-toi. Non, il a fait ce qu'il devait faire. Donc, il y a des petits détails comme ça qui paraissent complètement anodins, mais qui pour moi ont été réfléchis. L'autre partie des questions, c'était des questions sans points, où on vous demandait votre avis, et le but, c'était pas forcément d'avoir des réponses, mais c'était plutôt pour que vous réfléchissiez de votre côté. Donc, c'était un appel à l'introspection et à l'analyse personnelle du roman. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que quand on lisait un roman à plusieurs, on avait beau lire le même texte, on avait une interprétation complètement différente. Et ça dépendait de notre vécu, de notre expérience, de notre grille de lecture. Donc, on peut lire la même histoire et la comprendre complètement différemment. Et c'était ça qui était intéressant, en fait. C'est vous confronter vous-même à ce roman, vous pousser à vous interroger dessus, à voir si vous aimez ou si vous n'aimez pas, à réfléchir un peu entre l'interaction vers les différents personnages et aussi parce qu'après, je pars du principe que c'est quand même un sujet qui est assez intime puisque c'est une histoire d'amour en fait qui lie tout le roman. Et après, bon voilà, ça reste quelque chose de personnel, donc pas forcément le bon endroit ici pour en discuter. Donc ici, on va plutôt parler de l'histoire avec un grand H. Mais ce que je vais vous montrer dans cette partie-là, c'est en fait le fonctionnement de Yasmina Khadra et ce qu'il nous montre dans Ce que le jour doit à la nuit, qu'on peut lire juste comme ça, par distraction, ou qu'on peut lire plus profondément et se rendre compte de certains points clés. Alors, d'abord, Yasmina Khadra, c'est un véritable écrivain et c'est ce qui fait toute la différence. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre un écrivain et un auteur. Un auteur, en fait, c'est vous et moi. À partir du moment où vous avez rédigé un courrier, une lettre, un email, vous êtes un auteur. Un écrivain, ça suppose avoir du vocabulaire, ça suppose avoir du style, ça suppose savoir manier la langue dans laquelle on écrit et les expressions. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'on va être apprécié, hein, chacun sa plume, mais il n'empêche que quand vous lisez Yasmina Khadra, ce n'est pas forcément à la portée de tous, on n'est pas tous capables d'écrire la même chose. Deuxième chose, c'est que Yasmina Khadra, en fait, maîtrise très bien le français. Et ça, à mon sens, c'est super important. Vous savez, tout comme moi, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, quand vous avez un accent, on considère que vous ne parlez pas bien français. Et ça, on vous dénigre. Et je l'ai vécu personnellement dans le cadre professionnel où j'ai vu, dans un contexte qui était quand même assez ouvert, assez tolérant, assez instruit, assez ouvert, où des personnes qui étaient de nationalité étrangère et d'origine étrangère étaient dénigrées parce qu'ils n'étaient pas nés en France, alors que leur niveau de français était supérieur aux natifs français et qu'ils maniaient un vocabulaire que les natifs français n'avaient pas et qu'ils n'avaient pas besoin de prendre un dictionnaire pour voir la différence entre deux mots, deux synonymes. Yasmina Khadra, c'est une chance, je pense, pour nous de l'avoir en France. Il a été notamment aussi jury du prix francophone des auteurs auto-édités en Amazon et je pense qu'on a tout intérêt à promouvoir ce genre de personnes qui sont à la base de nationalité étrangère, mais qui manient parfaitement le français. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous, en n'étant pas français pure souche, on doit aussi bien manier la langue française et donc beaucoup lire pour ça.
Je vous ai mis 2 extraits ici pour vous montrer, enfin pour vous rappeler plutôt sa plume. Alors, il y a un extrait d'abord du chapitre 3. Il est des jours que les saisons renient. La fatalité s'en préserve et les démons aussi. Les saints patrons s'y inscrivent aux abonnés absents et les hommes livrés à eux-mêmes s'y perdent à jamais. Donc ça, c'est le premier extrait. Et le deuxième extrait, dans un ciel épuisé par la canicule, un gros nuage filait sa laine, le soleil en guise de rouée. Et ça, c'était dans le chapitre 14. Donc voilà, encore une fois, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas dire que ça a été écrit juste une fiche de mots à la suite les uns des autres. Ça a été réfléchi. Ensuite, Yasmina Khadra, c'est un humaniste. Il le montre dans ses livres. Il le montre tout particulièrement dans Ce que le jour doit à la nuit. Alors, généralement, dans ces romans, vous voyez un magnifique décor, ou un décor assez terrible, un décor fort en tout cas dans lequel vous pouvez vous imaginer. Et dans le cadre de Ce que le jour doit à la nuit, vous arrivez très bien, je pense, à imaginer les différentes scènes, c'est-à-dire les champs de blé au tout début, le bidonville à Oran ensuite, et Rio Salado avec ses vignes, avec ses cigales, sa chaleur, les gens qui parlent fort, les citronnades, les orangeades. Et malgré tout ça, ce qu'il en ressort de ce livre, ce que vous en retiendrez finalement dans quelques années, ça ne sera pas le décor, à moins que vous ayez vu le film, mais ça sera plutôt tous les différents personnages, parce que les personnages sont hauts en couleur. Même celui qui vous paraîtra insignifiant vous laissera un petit souvenir. Alors, Yasmina Khadra, c'est un humaniste et il le démontre à travers son roman. Pourquoi ? Parce que je vous ai posé des questions et vous allez voir ce que vous-même vous avez fait. En fait, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez entendre une histoire dans la vraie vie et on va vous dire oui, machin a fait ça à ses enfants, vous allez être indigné, choqué, vous allez émettre un jugement parce que c'est dans la nature humaine. Et dans le cas présent, vous pouvez avoir des situations terribles dans ces livres et finalement, vous n'allez pas juger. Vous allez rester tolérant, rester ouvert. Le premier exemple que je vous donne, c'est l'exemple des parents de Jonas. Donc là, j'ai repris les réponses que vous m'avez envoyées via les quiz. Donc, à la question « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Vous dites « Ils sont courageux, ils sont d'une grande dignité, ils sont de vrais croyants. » Donc, voilà ce que vous avez récupéré comme information à travers la description que Yasmina Khadra en a fait. Voici aussi ce que vous m'avez dit. Voilà une preuve de l'impact de l'environnement sur l'individu. 2 frères utérins se retrouvent aussi loin l'un de l'autre que l'Est et l'Ouest quant à leur parcours, leur éducation, leur niveau d'instruction, leur vision de la vie et leur réaction face aux événements de la vie. Bien entendu, les épouses font partie de l'environnement et sont en même temps victimes ou bénéficiaires de l'impact évoqué. Donc là, vous dites bien qu'en fait, ce n'est pas tant une histoire de personnalité, mais c'est tout un ensemble qui rentre en jeu, donc le parcours, l'éducation, le niveau d'instruction, la vision de la vie. Et c'est ce qui fait qu'ils seront ceux qu'ils sont dans le livre et la manière dont ils se comportent. Vous m'avez aussi dit, les parents de Younes étaient des gens braves et honorables, mais ils étaient attachés à des normes imposées par la société qui les empêchaient parfois de s'en sortir. Donc, à aucun moment, vous dites que voilà, ces parents sont horribles, ils ont abandonné leur enfant. Non, ce n'est pas le cas. Parce que vous comprenez pourquoi ils l'ont fait et vous comprenez pourquoi ils prennent des distances avec leur fils. C'est en grande partie à cause de la société ou de ceux qu'ils en comprennent. Il y avait dans le deuxième quiz une question sur la maman, ce que vous en pensiez, et la plupart d'entre vous n'ont pas répondu à cette question. Donc voilà, ce qui montre bien que le quiz, c'était avant tout pour vous faire réfléchir, mais c'est aussi, le but n'est pas forcément, dans les livres de Yasmina Khadra, on voit bien que on ne tue pas les personnages, au contraire, on essaye de les comprendre.
Vous avez l'autre cas, c'était un cas assez horrible, André et Jeloul, avec des rapports hyper violents. Et là, en fait, vous ne venez pas dire que André est horrible, mais vous dites, ils sont ce que la société a fait d'eux. Il y a là un rapport d'homme à esclave dans sa forme la plus violente, la plus vile. On a envie de s'opposer à cette injustice flagrante qui a existé dans les pays colonisés où malheureusement les autochtones n'avaient de droit sur leur propre terre. Donc là encore, vous trouvez pas une excuse, mais vous comprenez à travers ce que nous dit Yasmina Khadra, vous comprenez en fait pourquoi ces personnages fonctionnent comme ça et ce qui nous donne un peu plus de clarté et de clairvoyance sur l'humanité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lu ces romans-là, on peut réfléchir et se dire ah oui, mais peut-être que si machin réagit comme ça, c'est peut-être parce que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, et c'est peut-être parce qu'il y a d'autres choses qui font qu'il se comporte comme ça. Et ensuite, on le sait, Yasmina Khadra rend hommage aux femmes et à l'amour. Donc, quand j'ai cherché des informations sur son pseudonyme, il y avait notamment une phrase que j'ai trouvée, c'est « Le malheur déploie sa patrie là où la femme est bafouée ». Donc, il essaye à travers ses livres de redonner en fait de l'importance à la femme, de remettre la lumière sur la femme. Et c'est aussi pour ça qu'il a choisi le nom d'une femme. Il rend hommage à l'amour dans ce livre, puisque on voit qu'il y a plusieurs histoires d'amour dans ce roman. Donc, il y a bien sûr l'histoire principale entre Younes et Émilie, mais vous avez aussi les parents de Younes, vous avez son oncle et sa tante, vous avez Jean-Christophe et Isabelle, vous avez Fabrice et Hélène. Donc, vous voyez que vous avez plein d'histoires d'amour et que finalement, il y a beaucoup d'histoires de couple. Et il rend hommage aussi bien à l'amour qu'aux femmes. Donc, il y a vraiment beaucoup d'extraits à travers toutes les pages. J'en ai choisi 3. Certes, la femme n'est pas tout, mais tout repose sur elle. Aucun horizon ne suffirait à notre visibilité si la femme nous tournait le dos. Et enfin, quand la femme n'est pas l'ambition suprême de l'homme, elle est toute l'initiative en ce monde, la vie ne mériterait ni ses joies, ni ses peines. Et si vous reparcourez le livre, vous trouverez beaucoup de choses en fait sur sa manière de voir les femmes et comment. Alors là, en fait, c'est pas forcément lui qui parle, ça va être, par exemple, transmis de l'oncle à son neveu. Et après, vous avez tout ce qui est croyance, tradition et foi. Alors, il faut savoir une chose, en fait, si vous réfléchissez un peu, c'est que Dieu, on n'en parle pas forcément dans la littérature. C'est-à-dire, si vous reprenez la littérature classique française, Dieu sera le plus souvent absent. Si vous reprenez la littérature contemporaine occidentale, Dieu sera absent. Alors, il y aura plusieurs méthodes de développement personnel, mais par contre, Dieu n'y sera pas. En revanche, dans la littérature contemporaine orientale, vous allez à nouveau entendre parler de Dieu. Et Yasmina Khadra ne fait pas exception. En fait, il va vous remettre tout ça, c'est-à-dire tout le contexte oriental, tout ce qui est culture, tradition, foi, croyance, et même des fois des superstitions. Mais même en lisant les superstitions, jamais on peut rire. On va simplement en prendre note. Ça va peut-être nous faire sourire, mais on ne va pas être là, encore une fois, à juger les gens qui sont superstitieux. Donc, il y a par exemple plusieurs exemples dans ce que le jour doit à la nuit. Vous avez l'exemple du coq. Alors, si vous vous souvenez bien, au tout début, il est beaucoup question du mauvais œil, énormément. Donc, ça, c'est une croyance de base, je pense, dans l'esprit oriental. Et il le remet là. Et donc, on s'y retrouve. Et là, il nous parle du coq, sacrifier un coq plutôt qu'un animal autre parce que c'est moins cher. L'exemple de l'alcool. En fait, quand vous lisez le livre, vous avez vraiment l'impression que Younes a renié ses traditions et sa religion parce qu'il est tout le temps avec d'autres personnes qui ne sont pas musulmans. Et vous vous dites que, bon, il s'est mis à boire aussi. Alors qu'en fait, à la fin du livre, vous vous rendez compte que non, il ne boit toujours pas d'alcool.
Et ensuite, vous avez à nouveau disséminé par-ci, par-là, des références à Allah. Et vous avez, je pense, ce que pense Yasmina Khadra. Donc, par exemple, dans la scène où les champs de blé sont brûlés, vous avez quelqu'un qui dit oui, ben, en fait, c'est de la faute de Dieu. Et la réponse, c'est non. Là où sévissent les hommes, le Seigneur est disqualifié. Ce n'est pas juste d'accuser le Seigneur des méfaits que nous sommes les seuls à rendre possible. Donc, il repose les choses dans le contexte, il remet Dieu à sa bonne position. Et ce qui permet, alors, je pense alors je ne sais pas si c'est fait volontairement ou involontairement, mais quand nous qui sommes croyants, on lit ce genre de choses, on va s'y retrouver. Pour les gens qui ne sont pas croyants, ou qui sont croyants mais pas pratiquants ou qui ne connaissent pas l'islam, ils vont comprendre en fait comment on fonctionne. Et après, vous avez tout ce qui est vocabulaire. Il y a beaucoup de vocabulaire arabe. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, le vocabulaire arabe fait partie de la langue française. Alors, ça, c'était la deuxième partie qui était vraiment propre au roman. Et ensuite, on arrive sur l'histoire de l'Algérie à travers ce que le jour doit à la nuit. Alors, je vous ai mis un titre, un siècle résumé en 400 pages. En fait, c'est presque 2 siècles qui sont résumés en 400 pages. Donc, vous avez 3 grandes parties, de 1830 à 1954, de 1954 à 1962 et post-indépendance. Alors, pourquoi 1830 ? 1830, en fait, c'est le début de la colonisation. C'est le début de la colonisation et je crois que c'est dans les années 1850 ou 1860 que l'Algérie devient un département français. Et donc, ensuite, on passe au département français jusqu'à 1954. Donc, le livre, nous, on commence en 1939, si je ne me trompe pas. Donc, on est en plein dedans, sur la fin de la colonisation. Et ensuite, de 54 à 62, on passe sur les conflits armés. Conflits armés qui débouchent en 62 sur l'indépendance. Et ensuite, on a une petite partie à la fin qui explique ce que deviennent les uns les autres après l'indépendance. Donc, tout d'abord, la colonisation. Alors, je ne sais pas si Richma peut nous aider et nous mettre l'extrait de film. Regarde, Jonas. Quand mon arrière-grand-père est arrivé ici, venant d'Andalousie, il n'y avait rien, tu m'entends? Rien. Ce pays nous doit tout. C'est un caillou misérable, on a fait le jardin d'Éden. Et tu sais pourquoi cette terre est généreuse? Parce qu'elle sait que nous l'aimons. Et t'es fait la guerre, tu sais à quoi ils sont bons? Juste à brûler des fermes et à tuer de pauvres paysans. Si nous partons un jour, je donne pas à 20 ans en Algérie pour qu'il n'y ait plus de blé, plus de vignes. Plus rien. Tu m'entends? Que des cailloux. Ces cailloux ne vous appartiennent pas. Il y a longtemps, monsieur. Bon, je crois qu'on a une coupure réseau. Je vais essayer de revenir sur l'écran si le son ne marche plus. Donc, la scène que vient de vous diffuser Richma, donc c'est un extrait du film Ce que le jour doit à la nuit. Et c'est un bon extrait de ce qui est écrit dans le livre. En fait, vous avez 3-4 pages sur la colonisation. Donc, vous avez d'un côté le discours du colon qui dénigre les autochtones, qui dit que c'est grâce à eux que le progrès est arrivé, grâce aux colons, que le pays ne serait rien sans eux et qu'il est hors de question de partir puisque c'est leur pays, c'est eux qui ont tout construit et la terre les en remercie. Et la réponse de Jonas, c'est qu'en fait, le colonisé n'avait pas besoin de tout ça. Il était très bien de la manière dont il vivait, même s'il n'y avait pas le progrès. Il savait se contenter de ce qu'il avait. Il vivait heureux. Et en fait, il ne voulait de mal à personne et c'est pour ça qu'il ne pensait pas qu'un jour cela lui arriverait. Et à la fin, il dit, puisque vous ne savez pas partager, reprenez vos vergers et vos ponts, vos asphaltes et vos rails, vos villes et vos jardins, et restituez le reste acquis de droit.
Donc, je pense que là, en ces quelques pages, on a vraiment la définition de la colonisation telle que nous ou nos ancêtres ont pu la vivre, telle que c'est aujourd'hui encore le cas en Palestine. Alors, si on reprend le livre, on va voir que par rapport à la colonisation, on a bien plusieurs catégories de personnages, et des personnages, vous en savez comme moi, il y en a énormément dans le livre. Alors, vous avez les colonisés, les colons, le gouvernement, les Algériens en France. Et ce que je n'ai pas mis sur le slide, mais qu'il y a aussi, c'est les Anglais et les Américains. Alors, les colonisés, vous avez l'exemple de Djeloul. Alors, Djeloul, c'est qui? C'est un Arabe qui est né en Algérie et qui se voit confisquer ses terres, qui est né à une époque où l'Algérie était déjà française, et il subit et il vit dans la pauvreté. Vous avez Issa, qui lui habitait dans un tout petit village, qui à la campagne, qui avait peut-être jamais vu, alors lui peut-être, mais peut-être pas sa famille, qui avait vu de vrais Français. Et puis finalement, en fait, c'est comme si les colons n'existaient pas vraiment, puisque c'était très loin d'eux. Vous avez l'exemple de Maï, qui lui est instruit, qui lui travaille, cohabite avec des colons, et notamment il est marié à une Française. Et vous avez le cas de Jonas, qui en fait se retrouve dans les deux mondes. Il est jeune à l'époque du conflit armé, donc il ne sait pas très bien quelle est sa position. Il est arabe, mais en même temps, il grandit avec les Français ou les autres. Donc, vous avez les colons. Dans les colons, vous avez le cas de André, vrai colon, comme on le voit, le plus violent et le plus agressif possible. Il pense que tout lui appartient et tout lui est dû. Vous avez le cas de Simon. Alors, Simon, c'est un cas particulier. Pourquoi? Parce que c'est les fameux séfarades, donc les juifs qui vivent au Maghreb. Donc, ça, c'est encore toute une histoire à part. Vous avez les gens comme Jean-Christophe, comme Fabrice, qui sont nés depuis plusieurs générations en Algérie, qui ont leurs ancêtres qui sont là, qui ont de l'argent, mais qui savent bien se comporter généralement avec les Arabes. Vous avez Isabelle. Donc Isabelle, c'est celle qui épouse Jean-Christophe, mais au tout début de l'arrivée de Jonas à Rio Salado, elle tombe amoureuse de Jonas, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il s'appelle Younes, et elle dit non, je ne veux pas de toi parce que je ne veux pas d'un arabe, je ne veux pas d'un musulman. Et vous avez le cas de Germaine. Germaine qui vous dit à un moment donné qu'elle est née elle est née en Algérie depuis 4 générations et qu'elle n'a aucune attache avec la France. Et si vous comptez, en fait, 4 générations, ça correspond aujourd'hui à la génération actuelle qui est en train de naître ou de grandir à Madagascar, parmi notre communauté à nous. Et donc, qui n'a pas d'attache avec l'Inde. Alors ensuite, vous avez le gouvernement. Et dans le gouvernement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'autorité sur place. Alors ça, ici, dans le livre, elle est très peu évoquée. Mais il faut savoir qu'elle avait un très gros pouvoir. Alors surtout en Algérie, puisque l'Algérie est un département. Je ne sais pas, je pense que certains d'entre vous ont dû aller à l'exposition de l'Institut du monde arabe à Paris sur le HUD. Et dedans, dans l'exposition, il y avait des extraits juridiques officiels qui montraient que la France, qui était au Maroc et en Tunisie, qui étaient des protectorats français, ils empêchaient les Arabes d'aller en Arabie Saoudite pour faire le HUD. Donc on voit bien qu'en fait, ils avaient un vrai pouvoir et qu'ils essaient de contrôler autant que possible la population. Et vous avez le cas de la métropole qui voit de très loin l'Algérie. Et on verra un peu plus tard dans le livre comment ils abandonnent plus ou moins les Français d'Algérie. Et après, vous avez les Algériens en France qui sont évoqués dans le livre. Vous avez les soldats, donc ceux qui étaient déjà là pour la Première Guerre mondiale, ceux qui étaient là pour la Seconde Guerre mondiale. Et on vous le dit à un moment donné dans le livre que le 8 mai 1945, d'abord, l'Algérie est en train de pleurer ses morts, puisque c'est une des colonies qui a perdu le plus de soldats pour un conflit qui, à la base, ne les regardait pas. Et vous avez les autres corps de métier qui sont un petit peu évoqués au tout début,
Mais il faut savoir qu'en fait, quand les Algériens habitaient en France, c'était bien avant 1900. Donc, vu que c'était colonisé en 1830, entre 1830 et 1900, vous avez beaucoup d'Algériens qui ont été appelés quand même pour faire des tâches ingrates. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que vous avez tant d'Algériens, tant de personnes d'origine algérienne en France. Ensuite, on arrive à la période de conflit armé et d'indépendance. Alors, juste, je vais revenir un petit peu sur le slide précédent, sur le gouvernement. Il y a une chose, en fait, quand vous arrivez à un moment donné, il y a un discours. Et le discours, c'est le général de Gaulle qui dit, et c'est le fameux discours qui dit « Je vous ai compris ». Et dans ce discours-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il parle de l'autodétermination. Et l'autodétermination, en fait, c'est quand il dit que c'est au peuple et au pays colonisé de décider de ce qu'il veut devenir. Est-ce qu'il reste français ou est-ce qu'au contraire, il reprend son origine et rejette la France? Et avec ça, en fait, ce discours-là, ce discours qui était très attendu, puisque voilà, c'était le général de Gaulle, donc on espérait énormément de lui, ben, finalement, qu'est-ce qui se passe? Les colons se sentent lésés. Et du coup, c'est une des défaites du général de Gaulle. Alors, ensuite, on arrive à la période de conflit armé et de la guerre d'Algérie. Et là, vous avez une nouvelle carte qui se construit. Et cette carte-là, c'est une carte qui va rester après l'indépendance. Donc, vous allez avoir 4 grandes catégories: les Algériens, les Harkis, les Pieds-Noirs, les Français. Dans les Algériens, vous aurez qui? Vous aurez les Félagas, donc ceux qui vont se battre pour l'indépendance et qui vont se battre dans le sang. Vous allez avoir le peuple, donc tout le reste de la population. Vous allez avoir les Harkis comme Crémeaux. Et donc les Harkis, si vous avez bien compris dans le livre, en fait, ils sont perçus comme des traîtres par les Algériens. Et ils ne sont pas forcément respectés non plus par les Français. Dans le livre, on ne le voit pas forcément. Mais arrivés en France, c'était des gens qui ont été très mal perçus. Donc rejetés à la fois par la communauté algérienne d'Algérie, parce que c'est des traîtres, enfin, perçus comme des traîtres, et par les Français, parce que c'était des Arabes. Et c'est quelque chose qui s'est perduré, c'est quelque chose qui les a poursuivis de génération en génération. Et c'est quelque chose qu'ils ont du mal à se faire reconnaître aujourd'hui. Et encore, je crois, un projet de loi ou une loi qui vient de passer cette année pour justement leur statut d'harki et donc dans les indemnités de guerre qui vont avec. Et après, vous avez les Pieds-Noirs. Donc les Pieds-Noirs, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les Français d'Algérie qui ont été virés de l'Algérie, qui sont partis habiter en France, donc comme André, donc, qui avait un certain âge en 1962. Et vous avez les enfants de ces Pieds-Noirs, donc, comme Michel, qui est le fils de Émilie et Simon. Et après, vous avez les Français. Alors, les Français, en fait, dans l'histoire, pour eux, l'Algérie, ils ne savaient pas ce que c'était. On est quand même en 1962, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la télévision dans tous les foyers. On ne sait pas ce que sont les Algériens. On sait juste qu'on a perdu beaucoup d'enfants, de frères, de maris, de fils dans cette guerre d'Algérie. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, il faut savoir que quand les Pieds-Noirs sont arrivés en Algérie, donc en Algérie et en France, quand ils ont dû quitter l'Algérie, vous voyez bien dans le livre qu'ils sont pillés une première fois, ils sont encore attaqués au moment de partir, quand les voitures sont chargées. Et arrivés en France, alors on les parque dans certains endroits, dans certaines villes, principalement Bouches-du-Rhône et Île-de-France. On les resserre en communauté et ils arrivent sans papier parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les prendre. Donc, ils doivent prouver leur nationalité. Et arrivés à Marseille, qu'est-ce qui se passe par bateau? Les affaires sont jetées à la mer. Donc, une nouvelle vie très difficile qui commence par les Pieds-Noirs et les Français qui ne les accueillent pas du tout. Et enfin, on a post-indépendance. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, vous avez les luttes algériennes, c'est-à-dire comme après chaque fin de colonisation, vous avez la reconstruction du pays et donc la mise en place d'une démocratie. Vous avez dans le cadre de l'Algérie un sujet spécifique qui est la lutte contre le terrorisme. Et je pense que certains d'entre vous se souviennent des infos de l'époque, dans les années 90-2000, avec tous les problèmes de terrorisme qu'il y avait au sein de l'Algérie, mais aussi qui ont déteint sur la France. Et notamment, il y avait l'attaque à l'aéroport Marseille-Provence.
Et vous avez l'image de l'Algérie à l'étranger qui n'est pas forcément des meilleures, notamment en France. Et vous avez le cas des séfarades, puisque les séfarades, c'était des juifs qui habitaient Maroc, Tunisie, Algérie, qui ont dû partir une première fois, c'est évoqué dans le livre, ils ont dû partir au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont revenus après, et ensuite ils ont redisparu une fois que les colons sont partis, ils sont partis en même temps. Aujourd'hui en France, alors c'est difficile de trouver des statistiques, puisque comme vous savez, la loi française interdit de noter l'origine des gens, mais on estimerait à peu près à 4 millions de personnes d'origine algérienne en France, toutes générations confondues. Et les pieds noirs, vous en connaissez plein. Je vous invite à aller taper dans Google pieds noirs célèbres et vous allez voir des tas de noms. Et là, je vous en ai cité quelques-uns. Vous avez Alain Flelou, vous avez Jean-Pierre Elkabbach, Guy Bedos, Michel Galabru, Nicole Garcia, Patrick Bruel, Roger Hanin, Yves Saint-Laurent, Gérard Darmon. Vous avez aussi Alexandre Arcadi qui a fait l'adaptation du livre en film. Donc, vous voyez qu'on en connaît plein de pieds noirs qui sont très en vue, qui ont construit de très belles choses et qui sont aussi à la télé. C'est un peuple qui s'est battu, mais qui n'a pas oublié en fait l'Algérie. Ce qui nous amène maintenant à la conclusion. Alors, d'abord, je vais vous dire ce que vous en avez pensé. Alors, j'ai lu comme réponse, c'est un très beau livre. Il est poignant et il tient en haleine. L'histoire de Jonas est poignante. Le livre se lit facilement. Pourtant, il y avait quand même 400 pages, mais vous avez trouvé qu'il se lisait facilement. Le style de l'écrivain est soutenu. Il peint la réalité de cette Algérie avec justesse et aussi avec beauté. Trop de détails, donc ça c'est sûr. Très belle histoire. On ne s'en lasse pas. C'est l'histoire d'une vie avec son lot d'épreuves et de joie. Merveilleux roman, excellent, bien écrit et prenant. Il m'a donné envie de lire d'autres romans de lui, un livre sur de belles relations d'amitié. Et après, il y a aussi, alors, ce n'est pas un coup de cœur, un roman bouleversant qui vaut la peine d'être lu, un peu décevant. Il ne m'emballe pas trop dans son ensemble, découverte de deux mondes, du colon et du colonisé. Le problème est même aujourd'hui, il n'est pas question d'intégration, mais d'assimilation. Tu n'es accepté que si tu t'assimiles. Donc ça, c'est une des conclusions en fait. C'est vraiment, on parle de l'assimilation plus que de l'intégration entre les communautés. L'amitié, les sacrifices, on ne reste pas forcément ensemble malgré l'amour, les parents, les amis ou les relations amoureuses. Pour ma propre conclusion, donc je vous dirais que moi, ce que j'en ai aimé, c'est que c'est une jolie histoire d'amour et d'amitié, de jeunesse. Il y a de très, très beaux moments. Après, c'est une histoire qui me touche personnellement. Pourquoi? Parce que dans mon cas à moi, vu que je suis née en France, pour moi, en fait, l'histoire que je connais, qui peut être différente de certaines personnes qui assistent à ce séminaire, pour moi, en fait, c'est l'histoire de la colonie. En fait, c'est l'histoire de mon passé. Parce que pour moi, mon pays direct, en fait, ce sera Madagascar, de mes racines. Un pays dans lequel mes parents sont nés juste avant l'indépendance et qui ont vu encore les conséquences directes de ce qu'ont fait les Français, qui ont continué à faire ce qu'ils ont fait envers les Malgaches et les Indiens post-indépendance, donc dans les années 60-70. C'est une histoire qui me touche personnellement aussi parce que je suis née à Aix-en-Provence. Vous voyez que le livre se termine à Aix-en-Provence. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ont atterri en région Bouches-du-Rhône, PACA. Donc, en fait, les Algériens, c'est les premiers musulmans que j'ai fréquentés en France. Et puis, j'ai rencontré des harkis et j'ai rencontré des pieds noirs. Et à l'époque, dans les années 90, les pieds noirs que j'ai pu voir, c'était des gens qui avaient vraiment vécu en Algérie, qui avaient 50 ans et donc qui se souvenaient très, très bien de l'Algérie et c'était dans leur culture. Donc, c'est vraiment une histoire qui me touche. Et ensuite, je pense que c'est vraiment très important de connaître ce que c'est que la colonisation. Donc, on le sait plus ou moins, la colonisation, puisque dans le cas de la plupart des gens qui sont ici présents, il y a la double colonisation, il y a la colonisation anglaise pour l'Inde et la colonisation française pour Madagascar. Mais en fait, il faut savoir aussi
l'exemple de l'Algérie, je pense que c'est l'exemple le plus probant parce que la guerre d'Algérie a duré longtemps. Ça a été une des guerres les plus sanglantes. Et puis, c'est ce qui fait que c'est, je crois, la communauté étrangère la plus présente en France aujourd'hui. Donc, elle est conséquente, mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'elle est là. Et il faut savoir c'était dans quel contexte pour pouvoir mieux l'expliquer demain, aujourd'hui même, quand on vient à parler des étrangers en France, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que la France est aux Français pure souche, alors qu'en fait, c'est toutes les origines, toutes les ethnies, toutes les communautés, toutes les religions. Je vais finir sur d'autres lectures si vous avez envie de continuer un peu dans ce sens-là. Donc, du même auteur, je vous ai dit qu'il y avait au moins 29 œuvres de Yasmina Khadra écrites sous ce nom-là. Vous avez Les Hirondelles de Kaboul, Les Sirènes de Bagdad, donc ça se passe en Irak et en Afghanistan. Vous avez La Dernière Nuit du Reis qui en fait parle de Kadhafi. Vous avez Dieu n'habite pas la Havane, et ça c'est au Cuba. Ce que le mirage doit à l'Oasis, c'est en rapport avec les origines berbères de l'auteur. Et vous avez Khalil, qui est le dernier roman de Yasmina Khadra que je vous conseille fortement. Je sais qu'il y en a certains qui l'ont lu, qui ont participé au quiz. Et l'histoire, c'est les actes terroristes du Bataclan. Et Yasmina Khadra se met dans la peau d'un terroriste. Et il va décrypter, il va analyser comment on en arrive à cette situation de terrorisme. Sur l'Algérie toujours, vous avez Le Village de l'Allemand de Boualem Sansal. Alors, juste quelques précautions parce que c'est un auteur qui est très, très controversé. Donc, lisez-le avec précaution. En fait, on le qualifie de pro-israélite ou de pro-allemand, pro-juif, pardon, plutôt. Donc, à lire avec précaution quand même. Sur le monde arabe et aux musulmans du XXe siècle, vous aurez Gilbert Sinoé, qui explique très bien toute la rupture du monde musulman, du monde juif et du monde occidental pour en arriver à la situation qu'on connaît aujourd'hui. De la part de La Princesse morte de Kenise Mourad, qui parle de la fin du sultanat, donc dans tout ce qui est sunnite. Le Voile de Téhéran, qui se passe à peu près sur la même partie que Ce que le jour doit à la nuit, mais là, ça parle d'Iran. Et c'est pareil, c'est une saga et c'est sur plusieurs années. Et ensuite, vous avez tout un tas d'auteurs arabes et musulmans que la plupart d'entre vous connaissent. Donc, Nadia Hachimi, Khaled Hosseini, Tara Benjeloul, Amin Malouf, Elif Shafak. Au même moment ailleurs, donc vous avez La couleur des sentiments qui revient. Là, c'est aux États-Unis et c'est post-ségrégation. Vous avez La compagnie des livres de Pascal Domas, qui, je crois, commence en 1960. Et là, vous voyez, en fait, dans son livre que la France ne connaissait absolument pas l'Algérie, ni aucun autre pays colonisé. Sur la colonisation, vous aurez des tas de livres que je pense que beaucoup ont déjà lus parmi vous, de la littérature sentimentale sur l'Inde, sur l'Australie. Sur les bidonvilles, vous allez avoir des livres de Grégory David Roberts ou de Vika Swarat, où vous retrouvez la même physionomie que les bidonvilles qui sont évoqués dans Ce que le jour doit à la nuit. Sur l'esclavage, donc là, on s'éloigne un peu du sujet de colonisation, mais on est dans les prémices de la colonisation. Et ce sera le livre Racine de Alex Haley, où il y a eu aussi une adaptation, mais je crois que c'était Téléfilm pour ça. Donc voilà, pour ma part, j'ai fini et je vous remets la parole.